Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà de retour pour une heure de débat. Alors, une heure de débat autour d'énormément de sujets passionnants et de sujets de fond. Je ne sais pas par quoi on va faire quand même, puisque François-Michel Marty est là, on va faire quand même un petit peu de politique et voilà, enfin un petit peu de politique sondagière, un petit peu de course de chevaux. Voilà, on aime tous les courses de chevaux. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup les courses de chevaux. Donc voilà. Mais après il y a des choses sérieuses, si j'ose dire. Alors autour de l'Europe, on a un nouveau chancelier allemand, des défis européens. Je crois que temps nouveau justement, François, vous avez une grande étude sur les Français et l'Europe. André Le Scruc-Pietri est avec nous, il est en plein. Alors d'abord dans le franco-allemand, mais aussi dans la façon dont l'Europe aujourd'hui essaye d'affronter les sujets de souveraineté en ce qui concerne l'innovation, souveraineté digitale, souveraineté numérique. Bref, tout ça va être très intéressant. Quelques éléments sur la façon dont on regarde l'entreprise, le télétravail, enfin bref, beaucoup de choses. C'est parti, c'est Bismart. Donc, François-Michel Marty, salut François, patron de Via Voice, maintenant donc au sein du groupe Temps Nouveau. Et alors, il se trouve que là, on va parler de votre travail pendant une heure, en fait. Que ce soit... Ah non, le confiance dans l'entreprise, là, c'est l'IFOP. Voilà, de temps en temps quand même. Si ça n'est qu'une heure, on va aller à l'essentiel. Voilà, c'est ça. Et puis donc André Le Scruc-Pietri, salut André. Bonjour. Directeur général de Jedi. Président. En France, il faut être président de toute façon, hein, c'est bien connu. C'est ça. Moi, je suis président. François, t'es pas président. Si. Si. Eh ben voilà. Moi, je suis même CQFD. multi-président, si je puis me T'es permettre. multi-président. Pardon de ce manque d'humilité. Et on fait un truc de président quand même, les gars. Et voilà. Donc, Jedi, la fondation pour les innovations de rupture en Europe, et essayer d'accélérer l'ensemble de ces innovations de rupture. On en parlera évidemment très largement. Mais François, comme tu fais plus d'enquête, D'intention de vote. Je fais des sondages politiques, mais pas d'intention de vote. Voilà, Depuis plusieurs années. Moi, j'ai envie de... Est-ce que c'est toujours la même rengaine autour des sondages ou elle évolue un petit peu? Moi, j'ai l'impression qu'elle évolue un petit peu, là, qu'il y a un peu... Il y a un peu plus de prudence autour des intentions de vote. Pour être direct, je pense qu'elle évolue très peu, en réalité. J'ai retrouvé des articles de 1981 sur les méthodes des sondages, qui expliquaient d'ailleurs très savamment à l'époque que les sondages d'intention de vote n'étaient pas sérieux, etc. Bon. Il y a un point majeur. Enfin, on n'a peut-être pas non plus toute la journée pour aborder ce point. On est tranquille, on est que deux, on a une heure. Et puis je crois que ça t'intéresse, André. Complètement. Ouais, moi, vraiment, ça intéresse tout le monde. Un point majeur qui résume beaucoup de choses, parce qu'il y a de multi-sujets derrière tout ça. Le point majeur est que ces sondages d'intention de vote ont des marges d'erreur qui sont de multiples origines, et quand on est à 14%, en réalité, quand un candidat est donné à 14%, en réalité, il était entre 11,5 et 16,5. C'est en moyenne plus ou moins 2,5 points. Voilà. Donc rigoureusement, il y a déjà eu le débat en 2002, etc. Rigoureusement, il ne faudrait pas non pas dire qu'un tel candidat est à 14%, mais qu'il est entre 11,5 et 16,5. Ce qui change tout. Ce qui change tout. Voilà. Ce qui change. Or, moi je ne connais ça pas. Alors là, il y a beaucoup de sujets que je ne connais pas, mais celui-là, je le connais par cœur. Tout le monde, pas uniquement les journalistes, pas uniquement les politiques, tout le monde et tous les gens qui regardent des sondages attendent une précision au point près pour pouvoir comparer. Mais bien sûr. Est-ce que Mme Pécresse, au premier tour, est devant M. Zemmour, qui est devant Mme Le Pen, etc. Et si vous dites, ils sont tous entre 12 et 17, voilà. Ça, voilà. Alors, certains médias ont fait ça. Je me souviens très bien que Le Figaro, en 2002, publier l'intégralité des fourchettes. Le Monde l'a fait dans un baromètre récent. Alors certains, ça apparaît. Mais tu comprends plus rien. Alors ça apparaît périodiquement, et puis ça s'en va, parce qu'effectivement, on ne comprend plus rien. Et puis, ça ne donne pas une idée. Et je pense qu'il y a énormément de tensions qui sont liées à ça. C'est-à-dire, au fond, on veut collectivement de la précision au point près, sauf que l'instrument, qui n'est pas mauvais... Je vais vous raconter une anecdote, parce que j'ai entendu par des gens très éclairés dire « Ah, les quotas ne sont pas bons, etc. » Les quotas, en réalité, sont très bons. Si vous faites une étude de marché, vous dites demain matin, est-ce que vous allez acheter ce merveilleux téléphone portable ? Ouais. Vous testez une intention d'achat, vous mettez votre truc sur le marché, globalement ça marche quand même pas mal. C'est-à-dire que ça veut dire que l'outil, d'ailleurs, toutes les études de marché attestent de la fiabilité de la méthode des quotas. Sinon, l'étude de marché aurait disparu bien longtemps. Ne le répétons pas, tout ça reste entre nous, bien entendu, mais le volume des études de marché est croissant depuis les années 60 de manière continue, sur la base de la méthode des quotas. Ça veut dire que la méthode n'est pas complètement aberrante, voilà. Mais il y a un objet spécifique dont vous avez plaisir à parler aujourd'hui tous les deux, qui sont en effet ces intentions de vote. Et au fond, pour dire les choses de manière encore plus crue, qui ne sont pas en mesure de tenir la promesse qu'on voudrait qu'elles tiennent. Voilà. Mais François, non, oui. Parce qu'en fait, tu me donnes la réponse. C'est du spectacle.
Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas cet intervalle ? Parce que cet intervalle, on ne peut pas justement le mettre dans une course de chevaux. Bien sûr. Et on veut faire du spectacle. Bien sûr. Nous, médias, on veut faire du spectacle. Je pense que les gens ne sont pas forcément dupes, mais veulent qu'il y ait un espèce de spectacle autour de cette présidentielle. Et les candidats sont soit rassurés, soit inquiétés par cette dimension de spectacle. Alors c'est vrai, tout à fait, mais il y a aussi, c'est pas de la blague, c'est-à-dire que si vous êtes, on le voit aujourd'hui pour certains candidats, à 4, 5, 6, 7% d'intention de vote, il y a des banques qui suivent ou qui ne suivent pas. Alors ça, c'est un sujet si très vous êtes à 14, 15, 16, 17, ce dont on parlait tout à l'heure, vous êtes qualifié ou non pour le second tour. Donc derrière, il y a quand même des rapports de force politiques, il y a des enjeux éventuellement financiers qui sont majeurs. Oui, mais la qualification pour le second tour, François, c'est les urnes qui, à la fin, en décideront. Tout à fait. Tout à fait. Quels que soient les sondages. Tout à fait. Mais si vous êtes un militant, si vous êtes un stratège politique, souvenons-nous de ce qui s'est passé en 2002. Moi, j'ai très bien vécu, je me souviens très bien, parce qu'à l'époque, là, je faisais des intentions de vote en 2002. Vous aviez, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais enfin, Jean-Marie Le Pen qui est arrivé à 14% en intention de vote, et puis Lionel Jospin à 16%. Ouais. Et puis le résultat, c'est qu'en réalité, Jean-Marie Le Pen dépasse la barre des 16%, et puis Lionel Jospin est à 7%. Ouais. On est dans les marges d'erreur. Ouais. La technique ne fonctionne pas mal, tout va bien. Ouais. Sauf que les enseignements à en tirer sont vertigineux. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous aviez Lionel Jospin à 14%, personne, enfin tout au moins dans son entourage, n'avait envie de se dire un 14 peut vouloir être un 16. Si, parce que on l'a vu, on l'a. Mais il faut avoir envie de le regarder de près. Alors, pardon André, mais là-dessus, on a le film, c'est-à-dire, tu sais que cette campagne de Jospin est suivie en mode, il y avait eu la Coupe du Monde 98, ce film Les yeux dans les bleus, spectaculaire, qui renouvelait complètement le champ du documentaire journalistique, et alors à l'époque, c'était celui qui est devenu ensuite ministre des Finances et qui est maintenant à la tête de la Cour des comptes, Moscovici, directeur de campagne de Jospin, qui accepte que celui qui a fait Les yeux dans les bleus filme la campagne de Jospin. Et on a la scène où ils sont tous autour de la table et où le responsable des sondages de l'équipe, toi tu dois le connaître mais je ne sais plus qui c'est, dit « Écoutez, là, moi je suis en train de voir que les courbes se croisent, etc. » Et Jean-Marc Ayrault se lève et le fait taire. C'était Gérard Le Gall. Gérard Le Gall. Et Jean-Marc Ayrault se lève et dit « Je ne veux pas entendre ça. Nous n'avons pas le droit de dire ça. » Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais non, mais ça dit bien tout ce qu'on est en train de se dire. Ça veut dire que 2 points d'écart, c'est très important. Ouais. C'est important. Ouais. Intellectuellement, c'est important pour des militants, c'est important pour de la stratégie politique. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas que la course des petits chevaux. C'est-à-dire que ça a des incidences. Et puis au fond, si vous êtes... Oui, mais dans les états-majors, ce que je veux dire, François, c'est que dans les états-majors, ils le savent très bien. Oui. Tout ce que tu viens de nous décrire, ces courbes d'intervalle, donc ils les voient. Donc, André, comment est-ce que tu... Oui, enfin, il y a quand même un contre-exemple. Moi, je suis surpris de voir, sans prendre de parti évidemment, la primaire LR, ouais. À quel point Xavier Bertrand a essayé de jouer sur les sondages. Ouais. Et finalement n'a pas réussi à emporter le morceau. Donc il y a quand même l'appareil LR qui s'est, notamment Christian Jacob, qui s'est opposé à ça. Et apparemment, semble-t-il, avec un pari gagnant aujourd'hui. En tout cas, vu la dynamique Pécresse, c'est assez intéressant. Donc, et on a eu une élection sans sondage. C'est-à-dire la primaire LR a été une élection sans sondage. Alors là aussi, il faut, parce que j'ai répété, mais enfin, il n'y a jamais eu de sondage, tout le monde peut se calmer, auprès des adhérents LR. Voilà. Donc personne. Et alors pendant des semaines, j'ai entendu parler du favori ou de la favori. Ouais. Il n'y a jamais eu de favori, puisque de toute façon, personne ne pouvait établir quoi que ce soit. Alors parfois, il y a des gens qui disent, ah ben oui, on ne pouvait pas le faire parce que la base, les nombres des adhérents LR, 150 000, c'est trop faible. C'est pas ça, c'est que c'est un fichier politique. Voilà. Il faut, pour pouvoir appeler des gens, il faut un nom, un numéro de téléphone. Exactement. C'est un fichier d'adhérents, par définition, il est confidentiel. Donc les instituts de sondage n'ont pas, et je pense que c'est heureux, les noms et les adhérents de tous les partis politiques. Donc on ne pouvait pas sonder les adhérents. Donc il y a eu en effet des sondages auprès des Français, auprès des sympathisants, c'est-à-dire les gens qui aiment bien LR, mais ça n'a rien à voir. Et ensuite, ça a nourri, alors je vois un peu ce que vous dites, parce que là, en revanche, on est sur des biais collectifs. Alors on dit, ah bah oui, il y a le favori. Alors le favori, c'était Xavier Bertrand, parce que les Français l'aimaient bien. Et puis ça a été M. Barnier, parce que tout d'un coup, il est monté. Mais en réalité, on n'avait pas la boîte noire, quoi. Donc, mais on a tellement envie, au fond. C'est ça le truc. On a tellement envie de se dire, ah bah, c'est lui qui peut gagner, etc. Dimension de spectacle. Ça prouve que le sondage, de feuilleton, est désiré. Oui, mais évidemment. Voilà. Mais bien sûr, c'est ça le truc. Voilà. Oui, tu as raison. Ce qui est un peu gênant, j'ai trouvé dans le débat public autour de ces affaires, c'est une partie des acteurs publics tout à fait respectables qui ont dit, ah bah, il ne faut pas qu'on regarde les sondages parce qu'il faut qu'on s'intéresse aux idées.
Enfin, je peux vous assurer qu'on peut faire les deux. On peut regarder les sondages, puis aussi on peut regarder les idées. Il ne faut pas nécessairement supprimer les sondages pour regarder les idées. Donc là aussi, on est sur une survalorisation du sondage, comme si ça empêchait tout le reste du débat, etc. Bon, enfin, voilà, on peut aborder tout ça de manière détendue et puis faire un peu tout. Quoi. Et tu nous donnes une autre clé, en fait, en disant ça, François. C'est qu'en fait, on l'a fait il y a 2 jours. Il y a 2 jours, avec les 3 personnes qui débattaient avec moi, on a pris le détail des mesures Pécresse. Mais c'est d'un ennui profond. Mais c'est des contes d'apothicaire. Il n'y a rien. Il n'y a pas une ambition. Justement, il n'y a pas une idée. Enfin, dire une forme de défiscalisation jusqu'à 2,2 SMIC. Mais enfin, il n'y a pas d'idée derrière tout ça. Relever de je ne sais plus combien de pourcents les allocations familiales et les généraliser à nouveau. À la limite, à la rigueur, il y a peut-être une idée, mais c'est une ébauche d'idée, tu comprends enfin, voilà. Et donc, effectivement, comme on a beaucoup de mal, ils ont beaucoup de mal à aller sur les sujets qui vont être les nôtres là. Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe où se joue notre souveraineté oui, alors sans doute sur les migrants, là, il y a peut-être un débat, mais encore, même pas. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui parle, mais il y a assez peu de débat, en fait, là-dessus. Les autres manient l'anathème. Enfin, voilà, et donc il reste les sondages en fait. Oui, c'est vrai, l'anathème, et puis c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal, enfin collectivement aussi, que ce soit les candidats, les partis politiques, etc., au fond dégager, c'est ce que tu dis là, qui est très juste, des projets un peu fédérateurs, mobilisateurs. Donc en effet, ça, on cherche autre chose, quoi. Mais comment dire, je pense qu'il faut sur les sondages... le travail est fait sérieusement. Non, mais c'est vrai. Le travail est fait sérieusement. Ouais. On est rentré quand même dans un luxe de... J'ai appris beaucoup de choses, moi, parce qu'à un moment, je me suis demandé si j'allais faire une émission d'1 heure sur les sondages, tu vois, évidemment. Et puis, je me suis dit, bon, on va peut-être tourner en rond quand même. 1 heure sur les sondages, ça va peut-être être un peu long, donc je vais pas la faire. Mais j'ai appris notamment, juste un point encore, André, et puis la certitude d'aller voter. Et qu'il y avait là, entre les différents instituts, des règles différentes. Cette certitude d'aller voter, je parle sous ton contrôle, c'est une échelle de 1 à 10. C'est ça, tout à fait. Certaines ne prennent pas les intentions de vote de ceux qui ne sont pas à 10, d'autres descendent à 8, et que là aussi, tu peux avoir effectivement une différence. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas comparer les instituts les uns par rapport aux autres. Il faut comparer chaque vague de chaque institut, c'est ça. Alors ça, c'est un point particulier aussi, très intéressant. C'est vrai que le sujet fondamental est que beaucoup de gens, en réalité, non seulement ne sont pas sûrs d'aller voter, mais par ailleurs peuvent changer d'avis. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui se dire oui, j'irai voter, et puis voilà, d'autres sujets arrivent, et puis finalement on ne va pas voter. Donc en effet, pour la technique de réalisation de ce genre de choses, la question posée est une échelle de 0 à 10. 10, ce sont les gens qui sont tout à fait certains d'aller voter. Aujourd'hui, sur la prochaine présidentielle, on est à peu près à 55-57% de gens qui sont donc qui mettent la note 10. Voilà. Ensuite, parce que vous prenez la note 9, la note 8, bon, ça rajoute à peu près 25% des gens. Mais c'est vrai que là, il y a une part de... Comment dire ? La mesure est complexe parce que la réalité est complexe. Voilà, il ne suffit pas de dire aux gens, est-ce que vous allez voter demain matin ? Exactement. Si vous posez cette question comme ça, la plupart des gens vont dire oui, puis ils n'iront pas, quoi. Donc il faut affiner. Et le dispositif, quand on affine, par définition, ça devient un peu plus complexe, quoi. Mais là, s'il y a un point difficile dans le métier du sondage, c'est ça. C'est l'évaluation de la certitude d'aller voter. De la pertinence de la réponse. On se heurte d'une certaine manière à... Ouais, de la pertinence de la réponse, mais parce que c'est pas une question de mauvaise foi, les gens qui répondent répondent de bonne foi, mais bon, on peut avoir l'intention d'aller voir sa belle-mère le lendemain, puis on le fait pas, donc voilà, il y a un sujet là-dessus. Enfin, il y a sûrement 1 heure à faire, parce que c'est intéressant, en entendant que finalement c'est la même méthode utilisée, je serais assez curieux de savoir à quel point le big data et tout ce qui est machine learning peut améliorer ce sondage, justement, en faisant des quotas beaucoup plus larges, en étant beaucoup plus réactif. Attention, peut-être que demain Amazon va anticiper les intentions de vote aussi bien qu'ils anticipent vos intentions d'achat, donc sans publicité pour Amazon. Mais il y a sûrement un sujet d'innovation majeur. En tout cas, dans l'élection allemande, l'incertitude a été majeure sur les décisions sur, je crois, 40% des votants jusqu'à 2 semaines avant, qui ne savaient pas entre Verts, SPD. Il y avait un clivage à droite-gauche, enfin à droite-gauche, coalition actuelle et de CDU qui était clair, mais entre les 3 partis, c'était pas clair. C'est d'autant plus complexe les élections allemandes que tu peux avoir une cote de popularité très forte, ce qui est le cas de Olaf Scholz.
Mais à l'arrivée, c'est son parti qui va l'élire ou pas. Donc, je crois que lui était à 40% de cote de popularité, au-dessus des 40%, mais le SPD lui-même restait enquisté sur les 24, 25, 26%. Oui, d'ailleurs, on dit que c'est parce qu'il a perdu l'élection à la tête du SPD il y a 2 ans à peine qu'il a réussi à gagner, parce qu'il s'est un peu distingué de son image de ce parti. Ouais, c'est ça. Parlons-en des Allemands, André. Europe Nouveau Défi. Alors, d'abord, juste, il y a des déclarations dans le contrat de coalition. Parce que le contrat de coalition, quand même. Tiens, juste une question là-dessus, parce que moi, je ne suis pas du tout... Tout le monde vante la façon dont les Allemands négocient pendant un mois et demi, écrivent un contrat de coalition et ensuite l'appliquent. Mais ça va tellement vite, André, que est-ce que c'est la bonne méthode ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas cette méthode-là qui fait que tu te retrouves 5 ans après, sans centrale nucléaire et tu sais pas vraiment comment tu vas quand même faire fonctionner ta transition énergétique. Je crois que les Allemands eux-mêmes parlent de Fax-République, c'est-à-dire que ta transition digitale, elle a pris beaucoup de retard et il va falloir accélérer pour que tu le fasses. Est-ce que c'est une bonne méthode au moment où toutes les entreprises sont en mode agile, rolling forecast, etc. Alors, je crois que c'est le paradoxe de toutes les démocraties, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles retrouvent une vision de long terme, on parlait de vision à l'instant, sur le programme politique français, et à la fois être super agile sur le court terme dans un monde qui accélère. Exactement. Et ça, c'est la difficulté. Alors, la méthode est quand même assez impressionnante parce que, en tout cas, on peut dire ce qu'on veut de la démocratie allemande, elle nous fait quand même une démonstration d'une transition en douceur, de quelque chose qui est fortement soutenu par une grande partie de la population, même par l'opposition. On va avoir une opposition très vivace qu'on n'avait pas pendant la grande coalition. Donc ça va être quand même plutôt sain pour une démocratie qui fonctionne. Alors effectivement, planifier... Oui, c'est ça, parce que là, on a un grand parti, la CDU, qui bascule dans l'opposition. Quand même, tout à fait. Même qui a 16 ans de pouvoir derrière elle, qui a des gens plutôt compétents. Donc ça va être une opposition assez ferme, et même au sein de la coalition, ça va commencer à tirailler sur les sujets comme la Russie, la Chine, le budget européen. Vous allez voir, l'alliance forte, elle va quand même être très tendue. Le côté intéressant, c'est qu'on écrit ce qu'on va faire. Et donc ça permet quand même aux citoyens de sentir si oui ou non leurs gouvernants respectent leur contrat. Je rappelle qu'il y avait quand même un candidat qui est aujourd'hui notre président de la République, qui avait jusqu'au dernier moment évité d'écrire noir sur blanc un programme pour justement... Comment ça, Emmanuel Macron ? Ça avait duré jusqu'au mois de mars de mémoire, qui est quelque chose... Ah oui, mais enfin, il en a écrit un programme. Il en a écrit un, absolument. Dont il n'a pas... Enfin, moi, on pourra en parler, mais après la question, les points qui mettaient les plus chers sont passés à l'as, quoi, totalement. Exactement. Mais alors, l'autre chose, ça c'est quand même... Donc, ça c'est le bon côté. C'est-à-dire que les citoyens peuvent se référer à ce document qui est assez précis, qui fait presque 100 pages, qui a été publié, débattu, etc., qui a été signé de manière très cérémonielle au Bundestag avec 3 exemplaires par les 3 partis. Enfin, tout ça est quand même plutôt sain. Le seul fait, c'est que le dernier contrat de coalition, il n'a pas été appliqué dans son intégralité. Donc il y a un côté, parce que justement, le monde a évolué. Il faudrait, c'est comme avec ces visions de long terme, il faudrait quasiment refaire un contrat, c'est ça. Quasiment tous les ans. Le prendre comme une base, mais l'actualiser. Quelque chose qui est aujourd'hui gravé dans le marbre, c'est ce qui nous tue, parce que ça enlève l'agilité, ça renforce des dogmatismes, et pour le coup, ça éloigne les gens de la démocratie. Donc il y a peut-être un chemin à trouver, mais je trouve que cette idée de contrat de coalition est aussi remarquable. Ils l'ont négocié en un mois. Oui, ils ont été vite. Tandis que la dernière fois, ça a duré... Mais oui, mais la dernière fois, c'était l'eau et le feu, la carpe et le lapin. Oui, c'était le SPD, la CDU, quoi. Donc, pardonne-moi, Stéphane, mais c'est vraiment entre le FDP et les Verts, c'est presque l'eau et le feu aussi. T'as raison. Il faut voir leur position sur l'orthodoxie budgétaire. Je veux dire, parmi il y a des Verts qui, le quoi qu'elle en coûte, est petit bras pour eux. Tandis que Christian Lindner, en tout cas ses déclarations initiales, qui est le nouveau ministre des Finances, il est quand même, il a mis de l'eau dans son vin, c'était le partisan de l'orthodoxie la plus absolue. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a une espèce de condensé d'Europe dans cette nouvelle nouvelle coalition. On a les frugaux, on a on va dire certains les appelleraient les dispendieux, ou en tout cas les investisseurs, on a les gens de la transition écologique, on a ceux qui sont plutôt... on a des gens qui sont pour des relations... Scholz était quand même vice-chancelier
pendant plusieurs années. Ouais. Et donc la ligne Ministre de l'économie. ministre de l'économie, ministre des finances. Économie, c'était la CDU. Tu as raison, ministre des Finances. Et absolument. justement, c'est bien distingué. C'est bien distinct chez eux. Bien distingué en Absolument. Allemagne. C'est vraiment le trésorier en chef. Hein, c'est vraiment il est assis sur les caisses. La position vis-à-vis de la Russie et de la Chine était quand même très mercantiliste côté allemand. Là, ça va changer. Là, Voilà. on est en train de dire qu'en Allemagne, ils vont peut-être remettre en question Nord Stream 2, qui est le fameux pipeline qui permet à la Russie d'avoir un levier sur l'Europe avec son approvisionnement en gaz. La Chine, qui est absolument essentielle pour nombre de grandes sociétés allemandes. Eh bien, en tout cas, on parle déjà depuis 24 heures à peine que peut-être les Allemands se rangeraient au boycott diplomatique sur les Jeux Olympiques de Il est Pékin. écrit, est-ce que je l'ai cité? Il est écrit dans le contrat de coalition, je le citais hier ou avant-hier, tout accord commercial sera désormais soumis à des engagements vérifiables sur les droits de l'homme et la transition énergétique. Ouais. Ce qui est un bouleversement Un bouleversement. pour la République mercantile allemande. Et Ça, c'est clair. imaginez, Angela Merkel s'était refusée à participer à toute rencontre du G20 où il y avait MBS, le patron effectif de l'Arabie Saoudite. Alors, ça, c'était Angela Merkel. Imaginez ce que sera le nouveau gouvernement. Ouais. Donc, il va y avoir quand même un sacré bouleversement. C'est ça qui est assez passionnant, hein. surprenant. Et alors, en ce moment, il y a le balai des limousines, parce que toutes les positions clés, les conseillers économiques, là, il y a par exemple Jörg Kukis, qui est celui qui a été justement partisan du plan de relance de 750 milliards, fait notamment entre la France et l'Allemagne, qui devient le conseiller économique, ça a été annoncé il y a quelques heures, de Olaf Scholz. Donc, il y a à la fois du très bon, mais je pense que plus encore, la France et le reste de l'Europe ne connaît pas, ne comprend pas encore bien qui est au pouvoir à Berlin. Donc, Mais, les prochaines mais semaines tel vont que être tu le passionnantes. racontes, André, c'est assez enthousiasmant. Assez enthousiasmant, oui, parce qu'en plus, alors, ce qui est assez fou, c'est l'image du nouveau Bundestag. C'est-à-dire, on a énormément de têtes jeunes. Ouais. Hier, il y avait... oui, on va me dire, c'est peut-être l'écume des vagues, mais il y avait des selfies dans le Bundestag. Il faut bien imaginer que le Bundestag, c'est quand même encore... La plupart des Allemands, des députés allemands, il y a 10 ans, c'était costume 3 pièces. Quoi. Et là, on a quand même un changement de génération. Une des mesures, d'ailleurs, qui est en cours de discussion, c'est d'abaisser l'âge de vote à 16 ans. Et je rappelle qu'en France, il y avait eu énormément de départs. Je crois que c'était VGE, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait passé l'âge de vote de 21 à 18 ans. Ça avait créé... Donc là, on est sur des chiffres générationnels qui sont absolument passionnants. Et les Verts qui sont au pouvoir, il faut leur reconnaître, ils sont compétents, ils sont plutôt... Et il y aura peut-être un bouleversement sur l'aspect est-ce qu'ils arriveront entre la FDP, qui est quand même le parti de l'économie, du libéralisme, mais aussi de l'orthodoxie budgétaire, et les Verts, est-ce qu'ils vont nous créer un modèle qui réconcilie écologie et économie? Ça serait enthousiasmant. Ils n'ont pas le choix, parce que ce qui est passionnant, c'est que ce pays a sans doute conscience aussi que, justement, sur ce qui a fait sa fortune, c'est-à-dire le commerce avec tout le monde à tout prix, c'est fini. Voilà. Il faut un nouveau modèle à tout point de vue. Donc ça va être absolument passionnant. Mais quelle leçon pour nos sociodémocrates à nous et pour nos écologistes à nous. C'est vrai. Alors moi, je suis aussi positivement impressionné par ce document de cadrage et de gouvernement. C'est vrai. J'ai pris le plaisir à lire d'ailleurs. Tu l'as lu? Je l'ai lu en français. Mais il se lit Non, très facilement. il se lit très facilement. C'est un page turner. Non, mais c'est vrai, ça se lit bien. Et à chaque page, quasiment, on se dit, ah bah oui, tiens, sur la démarche générale qui est qualifiée d'éco-socialisme de marché, ça remplit les 3 cases, etc. Bon, c'est un concept, mais enfin bon, sur l'Europe précisément, la notion de souveraineté européenne est mise en avant. Et cette phrase que j'ai trouvée assez extraordinaire dans ce document, nous avons besoin de l'Europe pour l'Allemagne et réciproquement. Et au fond, ça, c'est pas une opposition comme on peut l'entendre parfois entre la France et l'Allemagne. Et ils disent clairement, au fond, l'Europe est une chance pour l'Allemagne et l'Allemagne est une chance pour l'Europe. Voilà. Ensuite, il y a des déclinaisons très concrètes sur assez audacieuses, très pragmatiques en même temps, mais qui peuvent permettre d'avancer sur le couple franco-allemand à réhabiliter, sur le fameux triangle de Weimar en ajoutant la Pologne, donc France, Allemagne, Pologne. Bon, ensuite, on est d'accord, pas d'accord, etc. Peu importe. Mais l'ensemble de la démarche paraît assez fédératrice, précisément, et globalement assez apaisante par rapport aux crispations qu'on connaît en France dès qu'on aborde ces sujets-là. Voilà. Conduire l'évolution de l'Union européenne vers un État fédéral européen. Alors ça, c'est plus écrit en toutes lettres. Oui.
Ça, c'est plus. Mais non, mais c'est très frappant de la part aussi de. Ça, les Français n'en veulent pas, François. À 57%, si. Alors, il s'est passé quand même des mutations très très fortes dont on ne parle pas, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 mutations. Alors d'abord celle-ci, c'est-à-dire que l'idée du fédéral. Alors, on a par ailleurs 30% des Français qui sont favorables à la sortie de la France de l'Europe, un Frexit, quoi, sortie de la France de l'Union européenne. 30%, donc voilà, c'est pas rien non plus. Hein. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Bon. Il n'y a pas 30% d'Allemands qui seraient favorables à... Non. 10-15, ouais, oui. Pas plus. Ouais. Donc il y a ça. Non, là, ce qui a changé beaucoup et dont on parle très peu, c'est l'acceptation de l'idée d'une souveraineté européenne. Alors, il faut être prudent parce que les mots n'ont pas tout à fait le même sens en Allemagne, en France, etc. Mais dans toutes les études qui ont été faites cette année, on a en gros entre 70 et 75% des Européens, pas des Français, mais des Européens, qui se disent que la souveraineté européenne est importante. En France, c'est beaucoup plus faible, hein, c'est 63%. L'idée de souveraineté européenne est compliquée. Mais je crois que ce qui est en train de changer de manière extrêmement forte, c'est la vision globale du monde, c'est-à-dire notamment le duopole entre la Chine, les États-Unis, les questions migratoires, etc., les questions économiques aussi, les questions climatiques. On se dit, au fond, on a quand même besoin à certains moments de fédérer et de mettre en commun des forces, sinon face au monde tel qu'il va, on va finir par se faire bouffer, quoi, en gros. Et ça ne peut passer que par, on imagine bien que l'Europe avec 27 pays c'est compliqué, par des attelages, ça peut être le couple franco-allemand, ça peut être... Mais cette idée de souveraineté, elle est très importante quand même. Alors, ça ne veut pas dire fédéralisme européen. Ouais, mais souveraineté, c'est très important parce que ça veut dire... D'ailleurs, c'est ce que dit Thierry Breton. Lorsqu'il parle de ces sujets à lui, il dit qu'il faut restaurer la souveraineté européenne. Ouais. Bon, mais c'est très important parce qu'on a conscience des dangers que le monde nous réserve si l'Europe n'est pas capable, à certains moments, de passer des alliances et, au fond, de pouvoir mettre sur la table des États qui sont un minimum coordonnés entre eux. C'est ce qu'on trouve aussi, sauf erreur de ma part, dans le document le contrat de gouvernement allemand. Ça rappelle aussi ce que disait Emmanuel Macron. Pardon, je suis très bavard, mais ça rappelle ce que disait Emmanuel Macron dans son intervention à la Sorbonne en septembre 2017 sur l'Europe, 27 septembre 2017. Son premier terme, c'est la souveraineté européenne. Donc, chez les dirigeants et au sein des opinions publiques européennes, cette idée-là, qui est un peu contre-intuitive, hein, progressivement, elle fait son chemin quand même. André ? Oui, alors 2 points. D'abord, une vraie leçon, et il y a plein de défauts dans ce fonctionnement démocratique allemand, mais ce document, il pourrait être publiable en poche et ça serait un succès grand public. C'est-à-dire, on n'est pas ni dans les discours avec des anathèmes, dont tu parlais tout à l'heure, ni dans un discours très technocratique. Donc, il n'y a pas de 2,2% du SMIC. C'est un document que tout le monde peut lire. Enfin, 80%, 90% de la population peut lire. Et on en a besoin parce que ça explique, c'est du storytelling, mais au sens positif. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce que la politique ? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis des citoyens ? D'ailleurs, ça, je l'entends quand même assez peu vis-à-vis des dirigeants politiques français. Mais bien sûr, mais ils ne parlent pas beaucoup de leur responsabilité, parce qu'ils sont we the people, comme diraient les anglo-saxons. La deuxième chose, point quand même important, oui, un État fédéral, mais il faut bien lire, et ça c'est très fort, notamment à la FDP, qui est quand même un petit peu le faiseur de roi de cette coalition, et donc Christian Lindner a vraiment réussi un coup en ayant, je crois, 4 ministres, dont celui des finances, qui est absolument clé, donc la FDP, c'est pas plus de pouvoir à la Commission européenne. En Allemagne, il n'y a quand même pas un mouvement anti, mais il y a quand même une espèce de consensus pour dire qu'on a bureaucratisé massivement l'Europe. Donc il ne faut pas attendre que Ursula von der Leyen et Thierry Breton vont soudain avoir plus de pouvoir. Non, c'est le fédéralisme à l'allemande, avec des Länder ultra puissants. Avec des Länder ultra puissants et avec une délégation de responsabilité au niveau supérieur, quand ça fait sens et quand c'est efficace. C'est ça. Alors, après, il y a des lieux d'inefficacité, on l'a bien vu avec les vaccins, quand il faut des réactions rapides. Mais je pense que probablement, en tout cas, je l'espère aussi, donc là je mélange opinion et fait, c'est que je pense qu'il va y avoir un vrai mouvement de fond sur il faut revoir de manière absolument fondamentale la manière dont aujourd'hui l'Europe s'empare des sujets, parce que, où est la prospective, où est l'intérêt partagé ? Et j'espère revenir à une Commission européenne qui est véritablement l'intérêt général des 27 pays européens. On marque une pause, les amis. On repart, les amis. On va reparler de l'Europe dans un instant, mais je voulais juste, François, parce que c'est un boulot que vous avez fait, que j'ai trouvé très intéressant, autour du télétravail. C'est un boulot réalisé par Temps Nouveau, c'est ça, hein, Temps Nouveau et Via Voice, voilà. L'exploratoire Sopra Steria. Les petits patrons n'y arrivent pas, quoi.
sur le télétravail. Voilà, Oui, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Oui. Donc vous avez sondé, enfin petit patron, puisque vous n'êtes pas descendu en dessous de 20, hein, Oui, c'est ça, de 20 à 100, mais même de 20 à 100. Donc ils sont qu'un tiers à avoir proposé du télétravail, et les 2 tiers qui ne le font pas, j'ai bien aimé le truc, n'ont absolument aucune intention de le faire. Oui, c'est très juste. C'est très juste. Alors, en revanche, dans les grandes entreprises, là, on est à plus de 80% d'adhésion et de mise en œuvre du télétravail. Si je peux me permettre, j'ai juste envoyer un petit message. Les gars, quand même, vous avez un problème d'attractivité d'une manière générale. Donc là, vous allez renforcer encore le problème d'attractivité que vous avez déjà. C'est parce que les gens, ils en veulent, eux, du télétravail. C'est assez clair. Oui, non, mais pas mesuré, mais au moins 2 jours par semaine. Enfin voilà, il y a... Oui, c'est vrai. Non, mais il y a plusieurs sujets. Je pense qu'il y a le sujet d'abord de ce qui fait une entreprise, au fond. C'est-à-dire en se disant, si on est une petite équipe, on est 20-30, il y a l'idée, fausse ou vraie, peu importe, hein, mais qu'au fond l'entreprise tourne mieux si on est en présence plutôt qu'en télétravail. Et puis surtout, il y a d'autres choses, parce que dans cette enquête raconte quand même pas mal d'histoires sur la manière dont les dirigeants d'entreprise voient leur entreprise dans les années qui viennent. Et il y a de fortes aspirations à promouvoir du travail en équipe, à faire du lien, à hybrider un petit peu les compétences dans l'entreprise, même si c'est une entreprise, etc. Et je crois que tout ça, ça n'est pas uniquement, je veux dire, c'est que c'est pas le télétravail, c'est pas uniquement se dire est-ce qu'on est chez soi ou au bureau, c'est aussi peut-être pour une partie des dirigeants, comment est-ce qu'on peut être plus efficace et au fond faire mieux tourner l'entreprise en faisant le pari que les gens seront plus en harmonie en étant sur place qu'en étant à distance. Voilà. Je crois qu'il y a quand même des préventions dans une partie des entreprises sur l'idée que la distance, au fond, le fait d'être ailleurs, freine la capacité à hybrider, à rencontrer, à échanger, etc. quoi. Les mecs sont à côté de la plaque. Enfin, pardon, hein, mais évidemment que... Mais si tu passes à côté de la transformation profonde que vit, alors sans doute 2-3 générations, pas nous, on est trop vieux, mais 2-3 générations, dans le rapport au travail, dans l'équilibre vie familiale, vie de travail, dans le rapport à l'entreprise. Si tu passes à côté de ça et si tu crois que tu peux faire comme si ne s'était rien passé. Mais... Après, il faut faire attention, hein, parce que sur les petites entreprises, on peut avoir des artisans, des grands commerces. Mais bien sûr. Voilà, donc, tous des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Et donc c'est une des raisons. Et donc tu ne veux pas te gratter la tête pour savoir comment est-ce que tu vas rétablir. Parce que oui, évidemment, tu vas mettre tes fonctions support en télétravail et il va y avoir une forme d'inéquité par rapport à ceux qui sont obligés d'être à l'atelier, qui sont obligés d'être au magasin. Gratte-toi la tête, trouve une solution pour essayer de rétablir cette équité. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'on n'a pas le choix, tu n'as pas le choix. Sinon, déjà que tu as du mal à attirer les gens dont tu as besoin. Ouais. Mais tu sais, il y a un chiffre qui, moi, m'a frappé la semaine dernière. Je l'ai découvert il y a 12 jours. La population active féminine a augmenté en Grande-Bretagne grâce au télétravail. 1,8% d'augmentation de la population active féminine. 8% des mères de famille ont repris le travail ou travaillent plus. 3% des femmes sans enfants ont repris le travail ou travaillent plus. C'est une force de travail supplémentaire que tu n'avais pas, il faut la saisir. Enfin voilà, c'était... Ensuite, on a, au-delà de tout ce qu'on a dit là, on a clairement une partie des dirigeants d'entreprises, certes minoritaire, mais enfin quand même, qui est réfractaire à l'idée du télétravail. Mais oui, que c'est un dévoiement de la vie de l'entreprise. Ce qui m'a fasciné, c'est je crois que c'est la proportion, c'est 90 ou 95% qui n'ont absolument pas l'intention. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se poser la question. Oui, voilà. Et pardon de vous le dire, mais je pense que c'est une lourde erreur. Et probablement, enfin moi je peux parler d'une organisation qui est assez petite, qui est la nôtre. Nous, on a la capacité, grâce au télétravail, en fait, d'attirer des talents où qu'ils soient. Ce qui avant était l'apanage des grands groupes. Il y avait des bureaux un petit peu partout, des représentations, et donc on ne pouvait pas travailler s'il n'y avait pas une implantation. Donc c'était impossible pour des PME, des petites organisations, des fondations comme la nôtre. Aujourd'hui, on attire des talents où qu'ils soient, et donc finalement l'avantage des grands groupes est en train de disparaître, même aussi là-dessus. Donc c'est un vrai facteur qui permet d'attirer des talents. Je crois que c'est toutes les PME, les ETI en ont absolument besoin. Ça tient beaucoup à des cultures d'entreprise aussi. Enfin, moi, je vois des différentes entreprises avec lesquelles on est en relation. Certaines depuis longtemps, avant même la pandémie, considèrent que le télétravail, ça ne pose pas de problème, etc. D'autres considèrent qu'il y a des réflexes de présentiel. C'est vrai que ça infuse souvent du top management. Au fond. Mais bien sûr. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. On n'a pas trouvé la bonne balance. On n'a pas trouvé la bonne balance parce que pour garder la créativité, on l'aura pas. Regarde, des gens de débat, l'avoir uniquement sur on n'a pas les interactions. Tout le monde est d'accord là-dessus, le full télétravail. Je crois donc là, il y a beaucoup de recherches aussi à faire encore sur quoi mais c'est un peu comme quand il y avait eu les réformes El Khomri, réformes Pénicaud, les grandes réformes autour du droit du travail.
c'est en plus, je pense, une occasion, mais c'est aussi parce que le patron peut-être n'ose pas, mais c'est une occasion de mettre tout le monde autour de la table. Oui. Vous êtes 20, 30, 40, 50, quelle occasion vous avez de vous mettre, alors là, c'est peut-être un peu compliqué, Covid, tout ça, machin, mais enfin, on voit bien ce que je veux dire. Et tout à coup, de refaire justement un pacte d'entreprise ensemble. Enfin, Oui. Mais c'est c'est une occasion à saisir. Moi, voilà, c'est pour ça que j'ai été très intéressé par cette proportion. C'est très vrai. Et en effet, c'est pas, comment dire, c'est un pari, c'est un risque aussi dans une partie d'entreprise. Bien sûr. C'est un monde idéal où on se met autour de la table et puis on discute. Bien sûr. Mais ça peut être aussi une source de difficultés nouvelles, d'interrogations nouvelles, salutaires à moyen terme, mais à court terme, en disant si vous êtes patron. Tout dépend aussi de la santé financière de l'entreprise, j'ai envie de dire. Parce que si vous êtes sur un business relativement pérenne, etc., on organise les choses, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se disent qu'est-ce que je fais demain, comment j'organise demain. Et donc c'est un mélange, je pense, de réflexes culturels, de conjoncture, de situation. Et puis parfois aussi de capacité ou d'envie d'aborder les temps qui changent, d'une certaine manière. Hein. Mais en effet, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce qu'il peut y avoir une distorsion entre des aspirations, surtout dans les métiers en tension, entre ce dont les gens ont envie et puis ce que proposent les entreprises. Ben oui, mais là, ce sont les salariés qui ont le pricing power. Voilà, c'est eux qui... voilà, il y a une crise de compétences, ça va pas... Bon, enfin bref. Tiens, juste un mot là-dessus d'ailleurs, ce qui va nous ramener un tout petit peu à l'Europe, parce que je le sais, beaucoup justement de ces... alors pas forcément petits patrons, hein, mais des inquiétudes sur le PGE et sur les temps de remboursement, etc. et tout. Donc la CPME d'ailleurs a publié une espèce de livre blanc, pardon, sur ce que pourrait faire l'Europe autour des petites entreprises. Et je dois vous dire que ça m'avait échappé. C'est Bruxelles qui doit valider ou pas le fait qu'on puisse donner 2 ans supplémentaires pour les PGE. Ce que, évidemment, Bruno Le Maire veut faire, ce que les banques peuvent faire sans aucun problème. Mais c'est Bruxelles qui doit valider. Bruxelles l'a fait pour Air France. Air France a 2 ans supplémentaires. C'est pas clair dans l'esprit de tout le monde. Hein, et tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire, s'ils avaient le malheur de refuser aux petites entreprises françaises un délai supplémentaire, là on prendrait un coup quand même, je pense. Enfin voilà, je tenais juste à... Parce que j'ai appris ça, je n'avais pas en tête cet élément d'information que ça doit être validé par Bruxelles parce que ça fait partie effectivement de subventions publiques. C'est une forme de subvention publique donnée à l'ensemble des entreprises. Bon, là, il faut reconnaître quand même à l'Europe d'avoir été assez pragmatique sur toutes les... Oui. Non, mais je ne doute pas qu'elles le feront. Mais en fait, j'avais une discussion avec notamment dans le bâtiment, ils ont quand même été lourdement impactés et maintenant ils courent derrière les hausses de coûts, renégociation d'un certain nombre de contrats. Enfin, en termes de trésorerie, c'est assez important pour eux. L'activité va bien, mais la trésorerie est challenging. Et je leur disais, mais enfin, vous imaginez pas une seconde, après tout ce qu'ils ont fait, que Bruno Le Maire va exiger un remboursement du PGE. Ça dépend pas de lui. Voilà, ça dépend pas de lui. On parle de Digital Service Act, André, parce que donc tu as écrit un point de vue dans les Échos qui m'a beaucoup intéressé. Ou si je comprends bien, donc Digital Service Act, je l'ai écrit d'ailleurs pour aller vite, l'accès à une information fiable et censurer les contenus illicites. Hein, donc c'est un règlement européen qui va organiser ça. Et tu dis tel que c'est en train de s'organiser, en fait, ce sont les plateformes. On va déléguer aux plateformes le droit de savoir ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. C'est ça qui t'inquiète là. Oui, alors ça part, je pense, à nouveau d'un bon sentiment, de responsabilisation des acteurs. Exactement. Sauf que là, on est en train quand même de parler d'application de la loi. Et donc, dans le texte tel qu'il est proposé, donc ce Digital Services Act, qui passe au Parlement européen la semaine prochaine, donc on est en plein dans le sujet, eh bien, on déléguerait en fait à ces plateformes la capacité de s'auto-réguler. Elles vont probablement le faire. Et aujourd'hui, la plupart des plateformes le font d'ailleurs, parce qu'elles sentent bien que si elles ne le font pas, c'est leur existence même qui est menacée. Sauf que ça pose un sujet juridique et d'état de droit absolument fondamental. C'est qu'en fait, on est en train de donner à ces plateformes un droit finalement juridique qui est sur la liberté d'expression. Sur la liberté d'expression. Et elles sont américaines, ne l'oublions pas. Oui, donc et alors, on délègue en fait complètement la liberté d'expression des citoyens européens. Ça peut aller encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de sujets qui remontent à la surface, la haine en ligne, etc., que ce n'est pas possible de le faire manuellement, sauf à employer des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Donc on va forcément automatiser tout ça. Donc ça va être des algorithmes qui vont prendre le contrôle. À nouveau, c'est pas forcément un problème de l'automatisation en soi n'est pas mauvaise. Parfois les algorithmes ont moins de biais que
que vous et moi. Donc ça, c'est pas un sujet en lui-même, ça dépend des données qu'on met dans cet algorithme pour l'entraîner, mais ça pose un problème fondamental. Et là aussi, le sujet n'est pas de dire que c'est bien ou c'est mal, mais il faut en être conscient. Et je trouve que dans le débat aujourd'hui, le vrai risque avec ces sujets européens, c'est qu'on découvre dans 1 an, dans 2 ans, et là on est à un retour de balancier, en ayant un grand mouvement qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette Europe qui finalement a délégué à d'autres. Ensuite, très intéressant. dernier point, ces plateformes aujourd'hui mènent la danse. On va en parler aussi des annonces de Facebook, c'est qu'aujourd'hui, c'est elles qui imposent l'agenda européen sur le digital. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention. On est en train de voir petit à petit les sujets d'innovation, les sujets d'état de droit glisser à des États, et j'appelle ça des États, je fais un lapsus révélateur, à des organisations qui en fait deviennent de fait des organisations étatiques, mais sans le contrôle démocratique. C'est ce mot que j'adore, de corporations. Hein, la contraction de corporation et nations, et c'est ça, et on fait tout pour... Et on fait tout pour. Les dirigeants de ces groupes continuent à être reçus avec des tapis rouges. On hésite à véritablement aller contre elles parce qu'elles ont un poids... et je suis sûr que vous pourrez en parler, de plus en plus important aussi dans l'élaboration de la pensée politique. On commence à comprendre qu'en fait, ces plateformes, elles créent des silos et ne permettent finalement assez peu le dialogue entre différentes parties de la société. Ça, on le connaît depuis pas mal d'années. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement contre ? Très intéressant, hier était lancé le sommet de la démocratie voulu par Joe Biden. Et il y avait une session à laquelle on a un tout petit peu contribué qui était sur en quoi la technologie peut être une réponse pour renforcer les démocraties. En quoi, la technologie ne va pas tout régler, mais en quoi on peut éviter la censure, en quoi on va contre ce phénomène de chambre de résonance, en quoi la technologie peut éviter que la reconnaissance faciale devienne un outil de... Donc la technologie est un risque, mais elle peut être peut-être une solution. Je trouve que c'est quand même incroyable que ce soit à nouveau à Washington, que ce soit les Américains qui s'emparent de ce sujet, et où sont les Européens ? Nous, on veut réguler. Le problème de la régulation, c'est qu'on est toujours en défensif. Et on est toujours un cran en retard. Il faut probablement le faire, mais il faut penser aussi à l'offensive et comment est-ce qu'on crée le monde qu'on souhaite et ne plus le subir. Mais tu mets le doigt là sur un truc dont je n'avais pas conscience. Cette histoire de Digital Service Act, j'avoue qu'effectivement... Oui, alors je partage ces craintes. C'est au cœur de tes réflexions, toi aussi. Oui. Puis est-ce qu'il y a 1000 sujets ? Non, il y a plusieurs choses. Ce qui est très frappant d'abord, c'est que quand on regarde les déclarations de Thierry Breton, parce que c'était lui qui est à la manette sur ces sujets-là, son argument principal, précisément, est celui de la restauration de la souveraineté européenne. C'est ça. Bon. C'est pas uniquement les libertés, c'est pas uniquement la liberté d'expression. Son sujet, c'est reprendre la main, en gros, sur les grandes plateformes, etc. Mais, en effet, de manière un peu inattendue, par une sorte de pirouette, ça conduit... Alors, ce ne sont que des hypothèses, parce que les décisions finales ne sont pas prises, vous le rappelez. À nouveau, ça passe au Parlement. Si cette reprise en main de la souveraineté européenne conduit à dire aux plateformes, au fond, débrouillez-vous pour faire de la régulation, du coup, la souveraineté européenne est un petit peu... Bon, alors, il y a quand même quelque chose d'un peu plus subtil, qui est la référence souhaitée, dans l'état actuel des réflexions, à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que j'ai lu aussi. J'ai lu extrêmement de textes pour le plaisir de cette émission, après avoir lu le contrat de gouvernance allemand. Donc cette charte des droits fondamentaux, elle est très intéressante, mais elle est extrêmement flottante. En gros, ça renvoie à des grands principes généraux. Ne pas humilier, respecter la dignité humaine, ne pas blesser les gens, etc. Tout ce qui est tout à fait louable, bien entendu. Mais en interprétation, ça peut donner lieu à des marges d'appréciation de la part des plateformes extrêmement... Qu'est-ce que veut dire respecter la dignité humaine ? C'est l'origine du monde de Courbet censuré sur Facebook, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Exactement. Et l'autre argument qui est très... Alors là, je ne sais pas comment... Le dernier point, je pense, qui est très sensible, c'est la manière dont on préserve, au fond, les libertés des personnes les plus faibles. Parce que c'est vrai que sur des plateformes, il peut y avoir... C'est le sujet dont on parle, de la haine en ligne, du harcèlement. Et il y a des gens qu'il faut protéger contre ce harcèlement. Mais à quel moment on décrète qu'une personne est en mesure ou non de réagir du harcèlement, et à quel moment on décrète qu'un harcèlement est considéré comme infamant, trop blessant, et donc doit de ce fait être immédiatement arrêté ? Est-ce que c'est quoi ? 2 remarques ? 3 remarques ?
sur quel ton, etc. Donc on est là sur quelque chose qui est assez vertigineux. Ce qui est assez vertigineux, c'est au fond le fait qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde sur l'existence d'un problème. Il faut réguler. Bon, vous savez, il y a cette vieille devise qui n'a plus le cours. Autrefois, on disait les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule. Donc l'Europe régule. Bon, c'est moins vrai aujourd'hui parce que la Chine ne copie plus, etc. mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que l'Europe, elle continue à réguler. On régule. Ouais. Bon, mais tout ça est très bien. Et tout ça est justifié. Hein. Il ne s'agit pas de remettre en cause les finalités. Mais en effet, l'angle qui est pris, qui serait celui en effet d'une responsabilité directe des plateformes et de leur capacité à, au fond, avoir des référents qui puissent agir, alors de manière en effet automatisée, digitalisée, avec des algorithmes ou alors avec des personnes réelles, le schéma devient vertigineux parce qu'on sort en effet du droit, on sort des références juridiques et on fait référence à des principes généraux tels que la dignité qui ouvrent le champ à, au fond, toutes les incertitudes possibles. Donc, en effet, tout ça pour dire, je partage vos réflexions et votre magnifique tribune. Non, mais les Américains l'ont vécu avec, moi, ce que j'ai trouvé un débat absolument passionnant sur le fait de savoir s'il fallait sortir Trump des plateformes ou pas, par exemple, après l'assaut sur le Capitole. Mais c'était l'Amérique qui discutait avec l'Amérique. Tu as en germe, à un moment, tu ne sais pas pourquoi, des plateformes qui peuvent décider, par exemple, dans le débat qui agite la Pologne en ce moment, de sortir le président polonais des plateformes, parce qu'il considère qu'il n'est pas en accord avec la charte des droits fondamentaux. Je trouve que c'est bien effectivement de nous y faire réfléchir. C'est la zone grise, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui relèvent ouvertement de la justice. Incitation à la haine raciale, terrorisme, etc. Donc, il y a des sujets qui relèvent de la justice. Mais la zone grise est très large par définition. Et on voit bien dans le débat politique français que certains jouent de la zone grise de manière magnifique, en évitant les généralisations. Enfin, il y a plein d'astuces pour éviter. Donc on va de plus en plus être dans cette zone grise. Quand vous regardez a posteriori, 5 ans après le débat sur le Brexit, il n'y avait jamais des positions nettes et définitives. C'était tout dans l'allusion, c'était dans les insinuations, et on voit l'impact que ça a eu. Peut-être quand même un point. Ça délègue on pense en responsabilisant que effectivement ces plateformes, sauf que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, c'est-à-dire qu'un Facebook, un Google, un Twitter a des moyens absolument colossaux. Ça va en plus créer une barrière à l'entrée encore plus importante pour des nouveaux acteurs. Qui sont les nouveaux acteurs? C'est les acteurs européens. Et on a eu exactement le même phénomène avec le fameux RGPD, le règlement sur la protection des données, qui part d'une bonne intention, mais les grandes plateformes ont les moyens de le mettre en œuvre, ont les moyens de se défendre, mais c'est devenu aujourd'hui quasiment impossible, ou en tout cas très coûteux, pour une entreprise européenne, française, européenne, de se lancer dans ce business-là. Donc il faut faire attention aussi aux effets de bord. C'est bien de mettre tout le monde à la même enseigne. En fait, il faudrait une approche différenciée. Alors, ils essayent, notamment, alors pour le coup, dans une deuxième réglementation du Digital Market Act, de distinguer des plateformes. C'était comme avec les banques, on les appelait systémiques. Voilà, hégémonique ou pas, quoi. Hégémonique, voilà. Après, qui c'est qui va déterminer cette liste? Et surtout, en ce moment, il paraît que le lobbying, les chevaux sont lâchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes plateformes tirent à boulet rouge, mettent massivement des moyens, font des livres blancs qui ont tous l'air très indépendants, mais qui sont en fait tous des outils de lobbying. Il faut bien. C'est là aussi peut-être la réforme de l'Europe dont on a besoin. C'est peut-être un tout petit peu plus de limiter le nombre de sujets abordés, mais être sûr que sur ces sujets-là, on n'est pas sur un débat techno, mais qu'on est vraiment. Mais juste un mot sur la techno, parce que quand même, alors j'ai entendu, sans doute tu l'as lu, moi j'ai pas encore eu le temps, mais je vais lire le bouquin de Paul Hermelin, patron historique de Capgemini. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Voilà, sur la science, mais c'est au cœur de ton truc. Mais j'entendais une interview de Paul Hermelin, mais brillante, où il décrit donc une France traumatisée du monde moderne. On a utilisé les sciences pour classer les gens. On a fait des mathématiques un outil de sélection et non un outil d'émancipation. J'ai trouvé cette phrase très juste. C'est très juste. Et c'est ça qu'on paye. Et un autre chiffre, donc, alors là aussi, je suis sidéré de la façon dont l'Éducation nationale arrive à présenter ça quand même. Donc, réforme du bac, réforme du lycée en 2019, t'es dedans, je crois. Je suis dedans, enfin, mes fils sont dedans. Tes fils sont dedans. On choisit donc des options et il se trouve qu'à l'arrivée, oui, il y a effectivement pas mal de mômes qui choisissent option maths, mais à l'arrivée, tu te retrouves avec une baisse de plus de 18% des heures de mathématiques enseignées. Et l'Éducation nationale, j'entendais un prof de maths à la radio dire « Oui, mais en fait, c'est très bien. » Parce que ça nous permet d'enlever des cours de maths tous ceux qui subissaient les cours, qui s'y intéressaient pas. De toute façon, pour eux, c'était du temps perdu, donc c'est très bien.
C'est terrifiant. C'est C'est terrifiant d'entendre On est ça. d'accord. En fait, on a totalement, et c'est dommage parce qu'on a plutôt un bon ministre. On a un ministre qui est resté 5 ans, ce qui est quand même assez rare dans la Ve République, un ministre de l'Éducation nationale. Et on a ce genre de déclaration qui montre qu'on n'a pas compris le monde dans lequel on est. On est de plus en plus. On revient finalement à ce siècle des Lumières. On avait besoin d'une éducation d'honnête homme ou d'honnête femme, il faudrait dire aussi aujourd'hui, où on doit donner les bases. Et aujourd'hui, les mathématiques, c'est absolument clé. C'est pas une option. Et effectivement, un prof qui n'a que des gens qui sont intéressés par un sujet, mais il voit ça comme une spécialité. Le paradoxe, c'est que ces profs et il ne va même pas aller se battre pour essayer. Non, C'est-à-dire mais mes deux parents sont profs. La bataille, quoi. Mes deux parents sont profs, donc je suis très attaché à cet outil qui est l'éducation nationale. Mais je crois que quand vous voyez des profs qui ont vraiment la passion, c'est la passion de donner des clés pour le monde dans lequel ils sont. Ils ne sont pas là pour préparer des ouvriers, des techniciens, des cadres, des ingénieurs. La spécialisation, elle va se faire, tout au long de la vie et beaucoup plus tard. Bien sûr. Et en plus, on est de plus en plus dans des données techniques qui sont de plus en plus périmées. Mais il faut juste aller chercher les gamins. Mais il faut leur donner la base, et c'est ça qui. Une équation à une inconnue. Et pourtant, on a cette culture. Moi, je pense que tout n'est pas perdu parce qu'on a cette culture française de la culture générale. Il faut absolument qu'on retrouve ça et d'éviter des ultra spécialisations et ce système d'options. Je peux te dire que tôt, ça va te, pardon, mais alors radio grand public, je peux la citer, en l'occurrence RTL, radio que j'aime bien écouter le matin, mais la présentation, c'était très bonne nouvelle pour les maths. La présentation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chapeau, le présentateur qui lance la courte interview. Très bonne nouvelle pour les maths, machin. Voilà ce que nous dit Jean-Michel Machepro, patron du syndicat des profs de maths. C'est formidable parce que maintenant, on n'a plus les poids morts qui empêchaient tout le monde d'avancer, etc., etc. Je crois c'est aussi un sujet qui me tient à cœur, au sujet des parents enseignants. Ouais. Je crois qu'on paye. C'est un sujet très, 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 très grave, très lourd, parce qu'au fond, c'est la culture scientifique et littéraire, et autres d'ailleurs, des générations qui viennent. Je crois qu'on paye 20 ans, 30 ans de renoncement, de préoccupation excessive parfois en termes d'égalité pour tous les enfants, pour que certains ne soient pas en difficulté, alors que d'autres s'en sortent mieux, etc. Et de paupérisation de la fonction. Et de paupérisation de la fonction, des multiples sujets. Mais surtout, hein. moi je dirais, l'essentiel, enfin me semble-t-il, on ne parvient plus à faire rêver autour d'une littérature, autour de mathématiques, pourquoi pas, autour de la physique. Si vous voulez que des enfants aillent vers quelque chose et fassent des efforts pour ça, il faut leur dire que le point d'arrivée, il est pas mal. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça marche dès la primaire, ça marche. C'est marrant, ça nous ramène au début de notre discussion sur des responsables politiques qui doivent donner une direction. Hein, et je pense que le principe historique de la méritocratie républicaine n'était pas si mal que ça. C'est au fond en désignant un chemin, peut-être en mettant des œuvres. Il y avait autrefois, ça existe toujours bien entendu, des œuvres d'anthologie, littérature, de poésie, etc. On pourrait imaginer aussi des anthologies scientifiques et dire à des enfants, ben voilà, c'est ça, c'est vers ça que c'est ce patrimoine-là que tu dois acquérir. Et d'une certaine manière, si tu y arrives, on te donne des points. Bon, alors j'entends toute une série de pédagogues très éminents. Attends, on va mettre, puisqu'on en parle, mettons en image One Piece, donc le tome 100 du plus célèbre manga de l'histoire. Donc voilà, One Piece, tirage 250 000 exemplaires en France. En grande partie grâce au Pass Culture. Donc 300 € à dépenser pour les jeunes qui atteignent 18 ans, à dépenser dans le secteur culturel, et la moitié de cette somme. C'est quand même une histoire, j'ai fait le calcul rapidement, mais c'est quand même une histoire de 200 millions d'euros par an quand même. C'est pas tout petit. Et donc la moitié de cette somme, alors l'éditeur Glénat, très bien, bravo, on est ravis pour eux, mais la moitié de cette somme part en manga. Et toi, tu dis c'est pas possible. Moi, j'avoue que je ne sais pas quoi penser de cette histoire. Je ne dis pas que c'est pas possible. Alors, lâchons-nous un peu. Je trouve ça scandaleux. D'accord. Et ben voilà. Je trouve ça scandaleux. Quand je disais tout à l'heure, on paye 30 ans on a eu tout un courant de pensée qui considère que tout se vaut et que toutes au fond, les enseignements et les cultures à atteindre, qu'elles soient encore une fois scientifiques, littéraires, etc., se valent. Moi, j'ai appris ça quand j'étais étudiant, donc c'était il y a très très longtemps, voyez-vous. Déjà, on m'apprenait que, au fond, un livre de littérature classique était à considérer avec le même respect qu'un livre, je me souviens, je cite, de recettes de cuisine. Bon, c'était une prof d'histoire géo qui me racontait ça, c'était le début des années 90. Et je comprends la logique du respect de toutes les cultures, elle est tout à fait louable. Mais si on veut transmettre quelque chose en priorité,
et je pense qu'il est quand même préférable malgré tout de transmettre Victor Hugo plutôt que les mangas, même si les mangas sont tout à fait louables. Mais on peut lire des mangas chez soi, l'un n'empêche pas l'autre. Si on veut transmettre Victor Hugo, il faut expliquer que Victor Hugo est une œuvre formidable et que donner envie d'aller lire Victor Hugo et puis dresser un chemin, en effet, de reconnaissance pour celles et ceux qui lisent Victor Hugo. Mais l'idée a priori selon laquelle, pour un enfant, il peut au fond accéder à tout ce qu'il veut de manière indifférenciée et que rien n'est préférable à autre chose, je pense que c'est une source de démotivation extrêmement profonde et même de désengagement. Et je pense même, pour aller au fond de ma pensée, qu'on ne rend pas service aux enfants qui sont peut-être les plus lointains par rapport à la culture classique. Si on leur dit « c'est pas grave, au fond, fais ce que tu veux », je pense qu'on ne leur ouvre pas la voie. Vous savez, il y a ce merveilleux texte de Saint-Exupéry qui dit « c'est Mozart qu'on assassine ». C'est un peu ça, je pense que c'est Mozart qu'on assassine. André, tu es d'accord? Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le digital, où en fait vous voyez que les grands patrons de la Silicon Valley, jusqu'à l'âge de 6 ou parfois certains jusqu'à l'âge de 10 ans, leurs enfants ont interdiction stricte d'utiliser des tablettes. Enfin, vous voyez, t'as raison, c'est pas une légende ça, j'avais vu ça. Non, c'est pas du tout une légende. Quel exemple magnifique. Et en fait, c'est exactement, c'est tout à fait exact, c'est que à nouveau tout le monde n'est pas égal. C'est-à-dire que ceux qui en ont le plus besoin vont être complètement laissés libres et à eux-mêmes et n'auront pas la possibilité de choisir, de donner ses priorités, d'acquérir ce corpus essentiel. Et vous allez voir à nouveau que des familles aisées, elles vont insister pour que le corpus de base, et si celui-là est maîtrisé, il y aura les mangas en plus. Pourquoi pas? Il ne faut pas commencer à... Et c'est là le rôle de l'État. En fait, vous voyez ça sur la recherche, qui, comme vous le savez, est mon sujet de prédilection. Vous le voyez sur l'achat public. L'État a cette capacité d'orienter, de mettre des priorités. Donc il faut que ces 300 € ne doivent pas être laissés libre cours. Il faut qu'on s'assure que ce qui est essentiel pour un État, notre culture, notre vivre ensemble, soit sécurisé. Ensuite, qu'il y ait une marge et qu'on incite et qu'on donne 300 € de plus à ceux qui en ont vraiment besoin, pourquoi pas? Et qu'ils achètent des mangas avec ça, why not? Mais il ne faut pas considérer que tout le monde a les mêmes points de départ, parce que c'est faux. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'avec ça, en fait, on va encore plus augmenter, peut-être même, la différence entre justement ceux qui sont des bons élèves en maths, qui font plaisir à ce monsieur, qui fait, je pense, qui ne fait pas honneur à l'éducation nationale, je le dis moi aussi de manière très directe, parce que le rôle d'un prof, c'est pas de travailler pour les meilleurs. Les meilleurs, ils se débrouillent tout seuls, hein. Mais c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas, comme aujourd'hui, 150 000 personnes qui sortent de notre système éducatif sans aucune formation. C'est 20 ans que ça dure. Hein. Ouais. 20 ans que ça Donc dure. ça commence à cumuler. Hein. Exactement. Ils sont même sortis de toutes les statistiques, là. C'est-à-dire, au bout de 20 ans, donc comme ils ont jusqu'à 29 ans, tu as à peu près... C'est les zombies de la République. Et là, exactement. C'est les zombies de la République. 2 millions, 2 millions et demi, 3 millions. Ouais, tout à fait. C'est top parce que tu m'as donné un nouvel argument pour reprendre le débat à la maison que j'avais lourdement perdu sur cette histoire. Et donc, je vais pouvoir le relancer avec un argument formidable. Cela dit d'ailleurs en plus, assez peu finalement, ce passe culture est assez peu connu par les jeunes gens. Et donc, ça fait partie, mais ça aussi sera un sujet. Je crois qu'il y a une note du Conseil d'analyse économique là-dessus. Sur non seulement ils décrochent, mais décrochent même de tout ce à quoi ils ont droit. Voilà. Merci, chers amis. Nous, on se retrouve lundi, et puis demain, évidemment, c'est Aurélie Planex. Salut, à lundi.